Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, rappelons les faits. Lundi 20 mai, le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a requis des mandats d'arrêt contre 3 hauts dirigeants du Hamas et 2 dirigeants israéliens. Côté israélien, il s'agit bien sûr du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense, Yoav Gallant. À Washington, les responsables de l'administration Biden ont aussitôt crié au scandale, reprochant à Karim Khan de mettre sur le même plan le Hamas et le gouvernement israélien. En réalité, cette affaire révèle une double ambiguïté pour les États-Unis. Alors, d'une part, l'ambiguïté, déjà beaucoup commentée dans ce podcast, de l'approche politique très compliquée de la situation au Moyen-Orient pour l'administration Biden dans le cadre de cette élection présidentielle. Et puis aussi, le rapport des États-Unis au droit international. Un rapport de méfiance avec certaines juridictions internationales, dont, justement, la Cour pénale internationale, dont, je vous rappelle, les États-Unis ne font pas partie. Alors Laurence, aujourd'hui, intéressons-nous à cette Cour pénale internationale et commençons au commencement. Laurence, qu'est-ce que c'est que cette Cour pénale internationale et d'où vient-elle ? Cette CPI, elle est l'héritière des grandes cours de jugement qui ont été instituées dans l'histoire. On pense au tribunal de Nuremberg, par exemple, ou de Tokyo en 1945, pour juger les grands criminels de guerre. Plus tard dans l'histoire, on a eu à nouveau besoin de cours de ce genre. On pense par exemple à la Yougoslavie ou au Rwanda dans les années 1990. Et donc, s'est imposé petit à petit dans les cercles des grands juristes internationaux l'idée qu'il fallait une cour permanente pour pouvoir juger des grands criminels de guerre. C'est ce qui s'est passé donc avec la CPI. Elle a été créée en 1998 par un traité international qui a été conclu à Rome. On parle donc du statut de Rome. La CPI, son rôle, c'est de juger les personnes accusées de une ou 4 des choses suivantes. Je vous les liste. Les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Alors, vous pouvez nous les définir un petit peu mieux, ça, s'il vous plaît ? Oui, alors, le crime de guerre, c'est une notion qui est apparue à la fin du 19e siècle et qui est développée dans les conventions de La Haye à cette époque-là, et puis ensuite par les conventions de Genève. Le crime d'agression, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est la décision politique d'envahir un pays, d'agresser un pays, lorsqu'elle est prise par un responsable politique. C'est par exemple ce qu'on reproche à Poutine lorsqu'il a envahi l'Ukraine en février 2022. En ce qui concerne les notions de génocide et de crimes contre l'humanité, alors là, je vous renvoie à cet ouvrage vraiment passionnant qui a été publié par Philip Sands en 2016. Philip Sands est un juriste franco-britannique. Il a écrit « Retour à Lemberg » dans lequel il raconte comment ces deux notions sont apparues dans l'après-guerre. Chacune a été défendue par un juriste et correspond à quelque chose de bien particulier. Le crime contre l'humanité, c'est lorsque les individus sont attaqués. Alors que le génocide, c'est lorsque le groupe ethnique dans son ensemble est attaqué. Oui, alors effectivement, ce livre est absolument passionnant, j'en témoigne. Et il y a aussi un documentaire qui en a été tiré, qui porte le nom anglais du livre, qui s'appelle East West Street, et je pense qu'il est trouvable sur Internet. Mais puisqu'on en était à préciser les notions, est-ce que vous pouvez préciser aussi les rapports de cette Cour pénale internationale avec la Cour internationale de justice ? On a la CPI d'un côté, la CIG de l'autre. Qu'est-ce que c'est la différence ? Oui, il ne faut pas confondre les deux. Vous avez d'un côté donc la Cour pénale internationale, dont on vient de parler. En anglais, elle s'appelle la International Criminal Court, ICC. Et de l'autre côté, vous avez la Cour internationale de justice, la CIJ, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. C'est une cour qui a été créée en 1945. Elle est chargée d'arbitrer les différends entre les États. On ne parle plus de personnes ici. Ce qui est compliqué, c'est que ces deux cours siègent à La Haye, et qu'en plus, en février 2024, l'Afrique du Sud a lancé une accusation de génocide contre l'État d'Israël devant cette Cour internationale de justice. Ok Laurence, donc on comprend quand même qu'il y a une CPI qui va juger les individus et une Cour internationale de justice qui va juger les États. Mais revenons à notre sujet de la CPI, la Cour pénale internationale, et de quoi le procureur Karim Khan a accusé les chefs du Hamas d'un côté et Netanyahou et son ministre de la Défense de l'autre. Alors, en ce qui concerne les 3 responsables du Hamas et leur attaque du 7 octobre, les charges annoncées par le procureur invoquent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Concrètement, il liste l'extermination,
le viol et d'autres formes de violences sexuelles, la prise d'otages et le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile. Donc ça, c'est ce qui est porté contre ces 3 dirigeants du Hamas. En ce qui concerne les 2 responsables israéliens, à partir du 8 octobre, le procureur dénonce aussi des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et il liste le fait d'affamer délibérément des civils, de mener des homicides intentionnels, l'extermination ou le meurtre. Karim Khan évoque une attaque généralisée et systématique contre la population civile palestinienne. Mais une attaque généralisée et systématique contre une population, c'est pas un génocide, ça ? Eh bien justement, Romain, c'est un point très sensible et le procureur n'a pas employé ce terme de génocide dans ses accusations. Alors Karim Khan a donc requis des mandats d'arrêt contre ces individus, et qu'est-ce qui se passe maintenant concrètement ? L'article 58 du statut de Rome l'indique. La chambre préliminaire de la Cour, avec des juges, va donc décider maintenant d'émettre ou non ces mandats d'arrêt requis par le procureur. Et alors les États-Unis dans tout ça ? Eh bien, c'est le fond de notre sujet. Ils sont tout à fait en désaccord avec ce procureur. Joe Biden, dès lundi, a estimé que cette demande de mandat d'arrêt contre les responsables israéliens était scandaleuse. Écoutons-le. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. We will always stand with Israel and the threats against its security. Dans ce qu'on vient d'entendre, Joe Biden explique que, quoi que le procureur puisse impliquer, il n'y a pas d'équivalence aucune entre Israël et le Hamas. Nous nous tiendrons toujours aux côtés d'Israël contre les menaces à sa sécurité. Cette position de fond est développée ensuite par une série d'arguments concrets et juridiques. Je vous renvoie là-dessus au communiqué du département d'État, donc sous la plume de Anthony Blinken, le secrétaire d'État. Il explique d'abord que ces mandats d'arrêt pourraient compromettre les efforts en cours pour obtenir un accord de cessez-le-feu qui permettrait la libération des otages et un meilleur accès à l'aide humanitaire. On peut penser ce qu'on veut de cet argument. Il n'en reste pas moins que dans les années 90, dans l'affaire yougoslave, l'émission de mandats d'arrêt contre les responsables des massacres avait au contraire plutôt accéléré les négociations de paix. Alors ça, c'est pour l'aspect concret des choses, mais vous parliez aussi d'arguments juridiques. Oui, le même communiqué du département d'État estime que la Cour pénale internationale n'est pas compétente pour juger de ce qui se passe à Gaza. Alors, 2 arguments. Le premier, c'est que la Cour pénale internationale ne peut agir qu'en dernier recours lorsque les États n'ont pas su ou n'ont pas voulu agir auparavant. Or, des tribunaux israéliens sont peut-être en train d'être saisis. Israël reste quand même jusqu'à présent un État de droit. Donc ce premier argument est assez solide. Il n'en va pas de même du second. Alors qu'est-ce que c'est le second ? Israël n'a pas ratifié le statut de Rome et n'est donc pas membre de la Cour pénale internationale. On peut se demander, dans ce cas-là, si les citoyens israéliens peuvent être poursuivis par cette cour, même si les crimes qui leur sont reprochés ont eu lieu en Palestine, qui, elle, reconnaît la Cour pénale internationale. C'est un argument mis en avant depuis le début de l'existence de la CPI par les États-Unis concernant ses propres ressortissants. Oui, parce que les États-Unis non plus n'ont pas ratifié le statut de Rome et donc ne sont pas compris dans la juridiction de la CPI. Mais oui, c'est tout à fait ça. Seulement, cet argument est devenu plus compliqué à avancer parce que les États-Unis eux-mêmes sont revenus dessus il y a quelques années en acceptant la mise en accusation de Vladimir Poutine pour des crimes de guerre commis en Ukraine. En l'occurrence, il s'agit de l'enlèvement d'enfants ukrainiens pour qu'ils soient élevés en Russie. La Russie n'est pas membre de la CPI, elle non plus, mais l'Ukraine l'est. Vous voyez que c'est une situation totalement parallèle à celle de Israël et de la Palestine. On voit bien que l'argument selon lequel un citoyen ne serait pas passible de poursuite de la CPI lorsque son pays ne reconnaît pas cette juridiction, eh bien cet argument ne vaut plus. Mais alors, on aurait peut-être dû commencer par ça. Adressons l'éléphant dans la pièce. Pourquoi est-ce que les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI ? Historiquement, Bill Clinton avait signé le statut de Rome en 1998, mais il ne l'a jamais soumis à la ratification du Sénat américain. Et puis par la suite, en 2002, George W. Bush a carrément retiré la signature américaine. Depuis, alors sous Obama, il y a eu un semblant de coopération qui a pu se mettre en place. En revanche, l'administration Trump a toujours été très hostile à la CPI. Elle avait même émis des sanctions contre la procureure de l'époque qui s'appelait Fatou Bensouda.
Bensouda et qui s'était mêlé de vouloir attaquer les États-Unis pour leur action en Afghanistan et puis attaquer Israël pour ses actions déjà en Palestine. Mais pourquoi cette hostilité ? Vous le savez, il y a une longue histoire du Sénat américain qui refuse de ratifier des traités signés par le président. Le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, notamment. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de traités internationaux dont les États-Unis ne sont pas membres. Montego Bay sur le droit de la mer, la Convention sur le droit des enfants, la Convention sur la diversité biologique, enfin vraiment, il y a une très longue liste. Pourquoi ? Ce que disent les États-Unis, c'est qu'ils ont un rôle de gendarme du monde, ils sont actifs dans beaucoup d'endroits. Or, s'ils rejoignent des juridictions internationales ou qu'ils signent des traités, et notamment la Cour pénale internationale, eh bien, ça va faciliter des accusations contre des nationaux américains ou contre même le pays États-Unis. Et donc, ce serait tout simplement un frein à l'action internationale des États-Unis. Je traduis, ça veut dire tout simplement que le statut de grande puissance des États-Unis dans le monde leur permet de refuser de se lier à des juridictions qui ne sont pas nationales. Oui, on peut même parler là, en l'espèce, d'un statut d'hyperpuissance et d'hyperpuissance exclusive. Oui, et pour conclure là-dessus, on peut dire que ça a sans doute fonctionné avec un certain degré d'hypocrisie lorsque la puissance américaine était indiscutée dans le monde, mais aujourd'hui, au moment où il y a tellement de défis, et au moment où l'administration Biden dit vouloir œuvrer à éviter l'écroulement de cet ordre international libéral hérité de 1945, cette attitude de refus de participer au droit international, ça fonctionne plus. Eh bien, ça ne fonctionne plus et ça me donne envie de citer un très bon historien, un peu sulfureux, mais très bon historien qui s'appelait Jacques Bainville, historien de l'histoire de France, et qui résumait l'histoire de France justement en disant « Tout a toujours très mal marché ». Je vous laisse méditer cette phrase, Laurence, et vous remercie pour ce podcast absolument passionnant, même si technique, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.